Là aussi, je travaille à Médecins du Monde sur deux missions qui marchent de concert. Une veille sanitaire, donc en fait c'est une clinique mobile. 3 fois par semaine, on prend un camion, on met un médecin dans le camion, on monte un barnum, on y met un médecin également, un infirmier, une équipe de traducteurs, des accueillants comme moi, et on fait du soin et du témoignage sur les campements. Cette mission, elle marche avec une permanence psy, c'est-à-dire que les personnes qu'on voit qui sont dans les situations les plus complexes, on les fait venir dans notre centre de soins, et là elles vont pouvoir accéder à des psychiatres, à des psychologues, à une juriste, parce qu'on se rend compte qu'en fait souvent les angoisses sont liées à la situation administrative, et il y a également des médecins généralistes pour le somatique. Médecins du Monde, évidemment, c'est quand même une ONG humanitaire qui intervient normalement à l'étranger, donc notre présence, celle de l'Armée du Salut, celle de MSF, ça prouve bien qu'il y a une crise humanitaire à Paris, qu'il y a une crise de l'accueil, et pas une crise de la migration. Évidemment, nous, notre mandat, alors Médecins du Monde, principalement, c'est soigner, témoigner. Donc on est là, on fait du soin, mais on n'a pas vocation à prendre en charge 3500 personnes comme on a eu il y a 2 mois. C'est pour ça qu'on s'appelle une veille sanitaire, parce que évidemment on soigne ce qu'on peut avec nos moyens, on est avec des missions portées par des bénévoles, donc limitées, mais on fait des alertes aux autorités, on fait des alertes à l'Agence régionale de la santé, voilà, c'est ça notre rôle sur les campements. On a évidemment un accueil inconditionnel au niveau des soins, mais on a d'autres missions en fait qui sont faites pour les autres publics précaires qu'on rencontre. À Porte de la Chapelle, c'est un peu spécial parce que c'est nous qui venons, mais nos missions usagers de drogue viennent aussi pour voir ce public, les missions travail du sexe, les missions SDF, enfin voilà. Le nord de Paris, là on a réussi à reléguer tous les précaires, c'est un grand mélange. Donc vous avez eu un peu la sociologie des campements. Moi je vais vous parler déjà du psychotraumatisme chez les exilés. En fait nous ce qu'on voit c'est très simplement ces 3 violences. On a la violence du départ, de la dictature militaire en Érythrée, la misère en Guinéen quand on est peu, enfin voilà, tout ce qui peut arriver ailleurs dans le monde. Donc la violence du départ, on a la violence du trajet, avec aujourd'hui la Libye qui est un passage quasiment obligé qu'on a créé depuis 2015 et qui est une espèce de camp de concentration à ciel ouvert. En fait, la seule chose qui empêche l'extermination, c'est que les gens ont une valeur économique par l'esclavage. Ensuite, il y a la Méditerranée, et ensuite, il y a la violence de l'arrivée. C'est de se dire, j'ai quitté l'Afghanistan, j'arrive en France, au pays des droits de l'homme, c'est formidable, et là, je me retrouve SDF. Moi, c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas, le choc que ça peut être, en fait, de déclassement social, de se retrouver SDF. J'ai un réfugié qui nous expliquait que lui, quand il a passé ses 9 mois à la rue à Porte de la Chapelle, chaque hiver, pour se réchauffer pendant les nuits, il tournait jusqu'à l'épuisement, et vers 4-5 heures du matin, il s'arrêtait à Gare de l'Est vers une plaque chauffante. Un soir, il a eu le malheur de s'arrêter et de mettre sa main comme ça, et quelqu'un lui a déposé une pièce de 20 centimes. Donc moi, quand il me raconte cette histoire, je me dis, il a 20 centimes, super, s'il a 2 € de plus, il va acheter un sandwich. Et lui m'a dit, tu te rends pas compte, c'était la plus grande humiliation de ma vie en fait. Moi, j'étais prof d'anglais à Kaboul, en Afghanistan, j'avais toujours 10 000 Afghanis sur moi, c'est moi qui faisais l'aumône. J'arrive en France, et maintenant, je suis SDF, quoi. Donc ça, c'est une première souffrance psy qu'on a. Et on a évidemment ensuite tout le reste de la souffrance psy qui est liée à la vie à la rue. Évidemment, après une longue période comme ça, les gens sont en décompression totale. Donc on a soit des gens qui viennent d'arriver, qui se sont tenus en fait psychologiquement jusqu'au moment où ils arrivent, et qui par ce choc de l'arrivée, de la non prise en charge, du non-accueil, pètent complètement les plombs. Soit on a des gens qui ont déjà fait cette arrivée, et ça on en a de plus en plus maintenant, dans d'autres pays, Allemagne, Suède, etc., qui là-bas ont eu des médocs, des listes de médocs longues comme le bras, et qui ensuite, après avoir été déboutés de l'asile là-bas, arrivent en France et souhaitent un suivi psy parce que c'est quelque chose avec lequel ils sont familiers maintenant. Et en fait, cette fabrique de la folie, parce que c'est quand même ça, en fait, c'est ce que tu disais, c'est vraiment une fabrique de la folie, on le voit cliniquement, elle est liée à ce cycle infernal des campements et aux conditions de vie qui y règnent. Sanitairement, il faut se dire qu'un campement, là on avait 3500 personnes, en France, 3000 personnes, c'est une ville. Donc moi, je pense à la petite ville, à la campagne là, qui était près de chez moi, c'est 3000 personnes. 3000 personnes, c'est 4 écoles, c'est 15 médecins, c'est 4 supermarchés. Là, il faut se dire que les gens arrivent, ils se retrouvent dans ce campement de 3000 personnes, sans accès à rien, à part les associations, et que tous les accès qui existent dans le droit commun sont hyper complexes, en fait. Et qu'il n'y a pas de traduction, et que se retrouver dans le métro à Paris pour y aller, c'est hyper complexe, et que l'accueil partout se fait en français, et qu'il y a un manque d'interprétariat. Voilà. Et donc les conditions sanitaires, vous ou moi, en fait, n'importe qui vit 2 semaines dans ces campements, on commence à avoir des problèmes pulmonaires, on commence à avoir des problèmes dermato. Si on les gratte et qu'on ne soigne pas les infections et qu'on n'a pas les vêtements et les pansements et la douche, on commence à avoir des pyodermites qui peuvent dégénérer. Nous là, on a eu une personne, ces infections sont allées jusqu'à une érysipèle, c'est-à-dire que c'est un gonflement et que si on laisse en fait, et que la personne n'est pas tout de suite sous traitement antiviral,
c'était il y a 3 semaines, elle peut perdre sa jambe. Donc on en arrive à là, quoi. Quelqu'un qui vit à la rue, qui est arrivé en pleine santé, et on arrive à des situations comme ça. Pour nous, Médecins du Monde, là, je peux vous parler des épidémies de Galles et des problèmes de tuberculose, parce que je sais qu'on est dans un endroit de confiance, mais pour nous, c'est hyper dur de communiquer là-dessus, parce que dire, eh ben oui, là en ce moment, il y a une épidémie de Galles terrible sur les campements, ce serait du pain béni pour le gouvernement ou pour l'extrême droite, donc c'est évidemment des choses qui sont très complexes pour nous, en fait, sur le point de vue médical, pour militer là-dessus, voilà. Faut savoir que la gale, ça se transmet par un sac de couchage prêté, par un pull, par un contact prolongé du textile, pas sur la main, parce que sinon nous tous associatifs, on l'aurait tous depuis longtemps. Mais du coup, voilà, moi je dors ce soir là-bas sur le campement, demain j'ai la gale, enfin, c'est quasiment sûr. Et une gale, ça se soigne très bien quand on est pris en charge, mais voilà, nous on a des hôpitaux et on a des endroits du droit commun qui nous disent ok, vous nous envoyez 1 à 2 personnes par jour, et des fois on a 15 patients en un jour qui ont la gale, donc voilà, on est face à ce genre de problématiques. Et évidemment, ce cycle infernal des campements, c'est le harcèlement policier, c'est exactement ce que tu disais, c'est donc les campements qui se construisent, une situation qui dégénère, une évacuation ou une mise à l'abri. En fait, des opérations comme ça, ils disent qu'il y a une 40aine de mises à l'abri, mais en tout, si on compte toutes les petites, depuis 2015, c'est 300 opérations. Donc 300 fois des bus viennent, emmènent les personnes dans des dispositifs qui sont des dispositifs de tri en fait, et que les gens savent piégeux. Donc on est en train d'essayer là, les assos, de calculer ça en fait, combien de fois les gens sont montés dans les mêmes bus, et donc il y a ce chiffre qu'on a obtenu par la mairie de Paris qui dit que 53 000 personnes depuis 2015, 59 000 sont montées dans les bus. Mais en fait sur ces 59 000, il y en a peut-être 20 000 qui sont montés 10 fois dans les bus. Donc bref, c'est compliqué de déterminer ce qui est le vrai du faux. Voilà. Vu qu'on a cité Emmanuel Macron dans le texte, je voulais donner un peu la parole aux gens plus concernés et j'ai quelques témoignages. Alors j'ai pas énormément de temps, mais je vais vous en dire un d'un mineur ivoirien qui s'appelait Stéphane, 17 ans, et l'année dernière qui me racontait je suis arrivé en France le 5 août en passant par l'Espagne. J'ai dû passer mes 2 premiers mois dehors. Avec le froid, ce n'est vraiment pas facile. Je dois me lever toutes les 5 ou 10 minutes pour me réchauffer et aller pisser. Je suis descendu à la gare de Massy quand je suis arrivé en France, puis j'ai pris un train pour Versailles-Chantier et j'ai dormi en face de la gare, dans un coin, pendant 4 jours. À Paris, on nous donne beaucoup de rendez-vous, donc je dors sur place le jour d'avant pour ne pas les rater. Je dors là-bas et ensuite je vais au rendez-vous. Sinon, je vais dans les coins où on donne de la nourriture pour ne pas rater les repas. Je suis allé au marché aux fleurs à côté de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. J'ai aussi dormi devant l'église Saint-Bernard pour avoir les vêtements le matin. Ou encore au métro La Chapelle, juste à côté de l'hôpital. Ils distribuent de la nourriture pour nous là-bas sous le métro. Alors je mets le carton dans un parking sous le métro et je dors là-bas. J'ai aussi dormi au restaurant Le Zodiac à La Chapelle, car il était en travaux, donc on peut poser des cartons de chantier, sur le chantier, et dormir la nuit. On n'a pas de couverture, donc la nuit il fait très froid. On récupère des cartons devant les magasins, mais sinon on n'a que nos vêtements, donc on se tient en boule pour se réchauffer. Ça c'est un témoignage qu'on a parmi franchement des centaines d'autres, mais ça représente bien qu'à 17 ans, on peut s'imaginer en fait toute la détresse psy, toute la détresse somatique que ça implique en fait, ce genre de vécu. Enfin, toutes ces heures seules dans la nuit à se poser des questions dans un pays inconnu, enfin bref. Voilà, je vous laisse vous faire une idée. Donc nous, clairement, c'est ça, c'est une crise de l'accueil, ce qu'on voit à Médecins du Monde. On a vu en fait un repoussement de tous les publics précaires vers le nord de Paris. C'est vrai qu'en 2015, il y avait encore la tente du rhizome, ou même en 2016, pendant Nuit debout, avec quelques réfugiés à République, un peu pour montrer à tout le monde, oui, ces personnes sont là, ces personnes existent. En 2015, il y a eu quand même un campement à gare d'Austerlitz. Tout ça a été évacué, repoussé vers La Chapelle, Stalingrad, tout ça a été évacué. Maintenant, c'est les portes de Paris, Saint-Denis, là, tout est évacué. À Porte de la Chapelle, c'est une no-go zone pour migrants. Il y a vraiment tous les 2 mètres, il y a un policier avec un fusil d'assaut. Enfin, en termes de violence symbolique, c'est énorme. Il y a des quarts de CRS partout. Nous, dans notre travail, là, tous les jours, il y a des contrôles. Ça rend les choses hyper compliquées parce que de base, on est sur un lieu de soins. C'est déjà dur d'aller vers les personnes en situation de détresse. Et en fait, ce cycle infernal, ça va permettre de repousser les gens. En plus, on sait qu'on a les JO qui arrivent et que donc le but, c'est de faire disparaître de Paris toute la misère. Tout ça, en fait, cet objectif de personnes à la rue qui était affiché par le gouvernement, ça rend juste les personnes plus invisibles, plus isolées, plus précaires. Et nous, tout le travail d'aller vers, il est évidemment de plus en plus compliqué. Et ça résulte déjà dans des situations qui sont tragiques et parfois fatales. Et en fait, c'est ce qu'on a vu dans ce dispositif de tri. Voilà, avant on avait une PADA avec le fameux trottoir de la honte, donc les gens viennent demander l'asile à un endroit, ils dorment sur le trottoir. On a enlevé ça, on a fait la bulle humanitaire à Porte de la Chapelle, les gens dormaient devant.
Maintenant, c'est les accueils de jour et le numéro, mais rien n'a changé. Et c'est uniquement des dispositifs de tri. Donc on n'aura pas en fait des dispositifs d'accueil qui sont suffisants, avec un bilan sanitaire au début, avec un accueil social, avec suffisamment de traducteurs. On va rester dans le même cycle infernal. C'est vrai que j'ai pas énormément de temps. Encore 3 minutes, mais c'est formidable. Ouais, je vais vous lire un dernier témoignage d'un jeune homme de 26 ans qui s'appelle Ali. Il expliquait: j'ai quitté l'Afghanistan avec ma famille et je les ai emmenés de l'Iran à la Finlande. Là-bas, j'ai trouvé un travail, j'ai payé des taxes, j'ai appris la langue. J'ai même fait reconnaître mon niveau d'études et obtenu des équivalences. Je parle super bien finlandais. La première chose que j'ai fait en arrivant, c'est trouver des cours et apprendre la langue afin d'obtenir l'asile. Malheureusement, je pense que j'étais trop positif. Toute ma famille l'a obtenu sauf moi. C'est absurde. Tous les autres avaient de la peine, ils ne sortaient pas, ils avaient l'air cassés. Et moi, je m'intégrais, mais regarde. Alors là, ils me montrent tous ces documents, donc l'équivalent de la carte vitale, la carte de bus, la carte d'étudiante, sa carte d'employé, etc. J'ai tout fait, et pourtant ils ne m'ont pas accepté. Maintenant, me voici en France pour tenter ma chance. Tu sais, j'aime ce pays. Si j'avais connu la France avant la Finlande, j'aurais emmené ma famille directement ici. Maintenant, je cherche des cours de français aussi rapidement pour apprendre la langue et tout recommencer. Mais avec mon Dublin qui pèse sur moi, je suis très inquiet. Qu'est-ce que je vais faire si on me renvoie en Finlande? J'y ai ma famille, mais je n'aurai jamais l'asile. Ce qui m'attend, c'est une expulsion vers l'Afghanistan, rien d'autre. Il faut que je casse mon Dublin. Et donc, dans tout ce problème de l'accueil, tant qu'il y aura Dublin au niveau européen, en fait, on restera complètement impuissant. La France, en 2018, on est le premier pays de rebond. Ça a rendu fou le gouvernement d'apprendre ça. C'est-à-dire qu'on est le pays, évidemment, géographiquement, ben voilà, les gens, s'ils ont été déboutés dans un premier pays, au lieu de retourner vers la misère extrême ou une mort certaine, ils continuent leur trajet, donc ils arrivent en France. C'est pas symptomatique d'un trop bon accueil en France, c'est de l'appel d'air, c'est ce que croit le gouvernement, et c'est pour ça que c'est une raison pour eux de tout durcir. Voilà. Donc évidemment, on préconise une inconditionnalité de l'accueil, on préconise pas de retour à la rue, il faut qu'il y ait une réponse nationale, c'est nécessaire. Là, en Ile-de-France, c'est saturé, il faudrait qu'il y ait une pédagogie pour le faire sur l'ensemble du territoire, évidemment. On déplore aussi que tout soit piloté par l'intérieur, en fait, et pas par la solidarité. C'est quand même dingue que cette crise de l'accueil soit gérée sous l'angle de la sécurité. Voilà, et donc MDM, avec l'interassociatif, on interpelle à 2 niveaux. C'est évidemment cette mise à l'abri d'urgence inconditionnelle et une réflexion plus large sur le dispositif d'accueil en France. Voilà. Merci beaucoup.